20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Avec des conditions de navigation remises en cause par le journaliste de Zig FM, Aline Sitoé Diatta, à la une de l'actualité. Dans cette édition, les précisions du commandant Makhtar Fall, directeur général du COSAMA, et la réaction des usagers habitués à embarquer à bord du navire. Politique, Kadibou Soumaré dresse un tableau sombre de la gestion économique du pays. Selon lui, les finances publiques vont mal. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis toujours en politique, va-t-on vers une fronde au sein du Parti pour l'Unité et le Rassemblement? Une frange du parti basée à Paris exige la tenue d'un congrès pour légitimer la candidature d'Issa Sall. L'impôt sur l'indemnité de logement, une mesure en passe de créer peut-être la tension entre syndicats d'enseignants et État. Les syndicats d'enseignants déplorent la mesure. Le directeur de la solde, quant à lui, rétorque qu'il n'y a rien de nouveau dans la démarche. Selon Charles-Émile Abdoussis, l'indemnité est imposée à l'image de toutes les autres indemnités et toujours en conformité avec le Code général des impôts. Vous l'entendrez dans cette édition. Journée mondiale de l'épargne célébrée ce 30 octobre. Question, quelles sont les relations qu'entretiennent les Sénégalais avec l'épargne? À Saint-Louis, en tout cas, un constat. Les dames semblent faire plus confiance aux commerçants pour garder leurs économies. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et je vous l'annonce tout de suite en titre à la une de l'actualité. Cette alerte du journaliste Ibrahima Gassama de la radio Ziguinchor FM sur l'état du bateau Aline Sitoé Diatta. Un état qui serait inquiétant selon le professionnel des médias dont la sortie a fait réagir le COSAMA. Le consortium du Sénégalais d'activité maritime en charge de la gestion du navire déclare qu'aucune défaillance technique n'est à signaler. Le seul souci, selon son directeur général, concerne la climatisation et la pièce endommagée doit être changée d'ici 15 jours au maximum. Les précisions du commandant Makhtar Fall, directeur général du COSAMA, dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye. L'alerte a été lancée pour éviter un nouveau drame. Remplaçant du bateau le Joola, le navire Aline Sitoé Diatta souffre de plusieurs manquements, surtout côté technique, d'après le confrère Ibrahima Gassama, basé à Ziguinchor. Une affirmation réfutée par le COSAMA qui évoque plutôt une climatisation défaillante seulement. Nous pensons que ces allégations venant de M. Gassama concernant la sécurité, le manque d'entretien à bord ne sont pas avérés. Cependant, il faut souligner qu'on a eu effectivement un souci, on a même eu à communiquer concernant ce point de la détérioration d'un souci technique sur la climatisation à bord. Sur la sécurité à bord du navire et le respect des normes, le commandant rassure. Il faut que les gens quand même pèsent un peu les mots, revoient. C'est vrai que la situation les pousse souvent à vouloir mettre en alerte tout le monde, peut-être que circonstances obligent, mais moi je pense qu'une climatisation qui est tombée en panne n'entrave en rien une sécurité d'un navire. Aline Sitoé Diatta aujourd'hui pour faire Dakar-Casablanca, pour faire Dakar-Praia, pour faire Dakar-Bordeaux, je dirais, suivant ses possibilités. Donc, il a toutes les certifications concernant la sécurité par la classe pour faire ce type de voyage. Programmation, calendrier des différents contrôles. Le consortium sénégalais d'activité maritime donne rendez-vous à l'opinion le 20 novembre prochain. Un rapport périodique entre auditeurs internes et allemands. Et au moment où l'on évoque une supposée défaillance technique au niveau du navire Aline Sitoé Diatta, et qu'autorités et détracteurs s'expliquent sur le sujet, les usagers du bateau, eux, déclarent étouffés de chaleur. Nos reporters ont interrogé certains d'entre eux qui déplorent par ailleurs les retards dus à l'approvisionnement en carburant. Boubacar Diassi. Les conditions de voyage à bord du bateau Aline Sitoé Diatta ne plaisent plus à tous les passagers. À leur sortie de la gare maritime de Ziguinchor, ces passagers déplorent. Évidemment, on a constaté que le long du voyage, les clim était trop faible. Ensuite, ceux qui sont dans les cabines, ils ont dormi les portes ouvertes jusqu'à Ziguinchor. Et voilà, nous sommes arrivés à 13h00. Ça a été vraiment... Les gens en avaient marre. Tout le monde voulait descendre, mais bon.
grâce à Dieu, nous sommes arrivés à bon port. am na ñu bëri ñu ko doon kaas parce que même fan itam maa ngi ko doon kii si YouTube bi am ñoo xam ne ñu ngi doon kaas naan bateau bi kii bon normalement war nañ ko defar parce que jënd da ngay gis ñoo xam ne tey comme par exemple maa ngi ànd ak ay tubaab ñu ngi jënd billet cabine mais après da ngay gis ni ñoo xam ne dañuy mujj génn cabine yi dem tëdd ci biti parce que am tàngoor bu fa nekk. Selon eux, l'équipage ne les a pas informés. Rien du tout, ils n'ont rien dit. On a quitté à Dakar à 21h. Oui, 21h, tardivement aussi, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient des problèmes de gasoil. Nous sommes restés comme ça dans la salle pendant des heures à attendre. À 21h, ils ont embarqué. Et voilà, vous avez vu l'heure d'arrivée. Le naufrage du bateau le Joola est encore vif dans la tête de cet usager de la ligne maritime Dakar-Ziguinchor, d'où cet appel. Bon ben, même pas à l'État, à tous les Sénégalais, que les gens soient vigilants. Que tout le monde soit vigilant parce que les conditions de voyage du bateau, vraiment, ça reste à désirer. Il fait très, très chaud à l'intérieur. Vraiment, ça c'est vrai. Nous avons cherché à recueillir les explications des autorités en charge de ce bateau, mais nous n'en avons pas eu l'autorisation. L'impôt sur l'indemnité de logement, une mesure en passe de créer à nouveau la discorde entre l'État et les syndicats d'enseignants. Selon Saourou Sène, secrétaire général du SAEM, c'est bien cette décision d'imposer l'indemnité de logement est une hypothèque sur des accords déjà signés. Je vous propose de l'écouter au micro de Lisa Préra. Vous avez dit que c'est quoi le problème? Parce qu'il y a un réel problème. Les enseignants s'attendaient à une augmentation de 15 000 francs sur leur salaire. Quelles que soient par ailleurs les explications qu'on nous donne, la vérité est que nous avons constaté que les salaires du mois d'octobre n'ont pas augmenté. Au contraire même, il y en a qui ont constaté des baisses. Moi, je crois que même si on nous donnait des explications liées aux impôts, liées au fait qu'on a créé on a recréé encore sur ce qu'on appelle le FNR, une indemnité ou un truc additionnel pour que nous puissions revaloriser l'indemnité pour la retraite. Je crois que ça ne peut pas expliquer ce qui s'est passé cette fin du mois. En tout cas, au niveau de notre organisation, nous allons nous réunir et nous allons apprécier cette situation parce que de toute façon, la constance, elle est là. La constante, c'est que vraiment, personne n'a constaté d'augmentation sur son salaire. Et à présent, la réaction du directeur général de la Solde interrogé à ce sujet, Charles-Émile Abdoussis, confirme tout d'abord l'effectivité du paiement des indemnités de logement avant de préciser que cette indemnité est imposable à l'image de toutes les indemnités accordées aux agents de l'État et conformément au Code général des impôts. Dissa Préra l'a également rencontré. Reportage. Comme annoncé, l'État a effectivement payé les indemnités de logement des enseignants, et ceci à partir de ce fin octobre. En moyenne, l'État paye chaque mois aux enseignants en termes de logement 4,3 milliards. Mais à fin octobre 2018, l'enveloppe a été portée à 5,5 milliards, soit globalement une augmentation d'1,1 milliard. Et ce qui s'est traduit pour chaque enseignant par une revalorisation de l'aide au logement de 60 000 à 75 000. De 60 000 francs CFA, l'indemnité de logement des enseignants est désormais passée à 75 000 francs. Ce montant ira crescendo conformément aux accords, mais le directeur de la Solde de préciser. L'indemnité de logement est un revenu imposable pour tout agent de l'État qui en bénéficie. Et à ce titre, comme c'est une augmentation de salaire, pour certains enseignants, le revenu annuel aussi a augmenté, parce que l'impôt est annuel. Et l'imposition est progressive, c'est un barème progressif. Dans ce même registre des impôts pour les agents fonctionnaires de l'État, Charles-Émile Sis fait comprendre qu'au Sénégal, plus le fonctionnaire a un salaire élevé, plus ses impôts le sont également. Le taux d'impôt à payer a augmenté. Et je rappelle que cela est valable pour tous les agents de l'État. Le Code général des impôts, dans son article 73, le barème ne distingue pas en fait, les corps. Cela s'applique à tous les corps. Le deuxième aspect, c'est que ce mois-ci, il y a eu en fait, disons, la première échéance du recouvrement de l'avance Tabaski, qui est de 6 250. Et cela est venu naturellement, en fait, en diminution du salaire net. Le troisième aspect, cela est courant
Nous voyons souvent lorsqu'il y a en fait une augmentation de salaire, un rappel, il y a aussi une évolution en fait de l'assiette imposable avec une tranche d'impôt qui est beaucoup plus élevée. Le directeur de la solde a rappelé qu'au-delà des indemnités de logement, l'État s'est aussi engagé à payer les rappels pour les enseignants. Contrairement aux années précédentes, cette année, 50 milliards de francs CFA seront dégagés pour assurer ces engagements. La journée internationale de l'épargne célébrée ce 31 octobre, un prétexte saisi par la rédaction pour vous parler des différentes formes d'épargne. Banques, tontines, assurances ont investi le créneau et récemment un nouveau secteur que je vous invite à découvrir à travers cette interview de Famara Cissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Il est interrogé par Ndeye Marie Dabo. Il y a plusieurs types d'épargne. Parce que les populations, les usagers épargnent à la banque, dans les institutions bancaires. Les usagers aussi peuvent épargner dans les institutions de microfinance. Ils peuvent aussi épargner dans les fonds de pension. Ils peuvent épargner dans les mutuelles d'épargne, dans les assurances, dans les tontines. Mais ce qui est plus vu, c'est que le Sénégalais adore la pierre. Il y a une épargne qui se fait dans le bâtiment, malheureusement. On peut l'appeler investissement ou pas, mais aux yeux du Sénégalais, c'est une forme d'épargne. Et puis, toujours à propos de ce sujet, la célébration de la Journée internationale de l'épargne, eh bien, selon les experts rencontrés, les mécanismes d'épargne fonctionne bien au niveau des institutions financières. Seul bémol, le remboursement des crédits qui pose quelquefois des difficultés. Les clients sont appelés à respecter leurs engagements et notamment les clients du secteur informel. Reportage Kumba Amadlo. La culture d'épargne connaît une tendance haussière. De plus en plus, les Sénégalais se rapprochent des institutions financières, ce qui signifie une grande avancée dans l'économie du pays. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions constaté que les populations étaient de plus en plus à l'écart des banques. Aujourd'hui, nous avons constaté un taux de bancarisation qui était très faible, mais de plus en plus avec l'avènement des systèmes financiers décentralisés, nous avons constaté véritablement donc, un changement de comportement. Seul bémol, l'attitude de certains clients qui ne remboursent presque pas les crédits. Dans la distribution du crédit, il peut y avoir des difficultés, effectivement, mais nous essayons autant que faire se peut véritablement de jouer un rôle de conseil. Quand il y a des difficultés également, nous prenons en interne une stratégie de recouvrement à l'amiable pour éviter également d'aller vers le contentieux. Malgré un taux de bancarisation abordable, les responsables d'institutions financières invitent le secteur informel à davantage se rapprocher de leurs services. Je dis la thésaurisation est une pratique carrément à bannir. Rapprochez-vous des banques, rapprochez-vous des institutions financières afin de pouvoir gérer votre argent et de pouvoir vous accompagner pour le bien-être de l'économie et le développement du Sénégal. Épargner et investir, des pratiques qui contribuent au décollage de l'économie nationale. Pour cet expert financier, c'est le moment de rompre avec les pratiques anciennes. Allez, destination Saint-Louis, la ville tricentenaire. Les habitants ont adopté cette attitude qui consiste à dépenser avec mesure et garder une réserve et donc épargner. Toutefois, au moment où les salariés avouent épargner chaque mois 5 à 10% de leur salaire, eh bien, les travailleurs du secteur informel semblent avoir jeté leur dévolu sur les grossistes et autres commerçants pour garder leurs économies. Une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Ce 31 octobre marque la journée internationale de l'épargne. Saint-Louis est une ville choisie par les fonctionnaires pour mieux économiser leur salaire. Contrairement à la capitale, chaque mois, ces salariés épargnent une partie de leur argent dans des institutions financières ou à domicile. En tout cas, des régions, les coûts de la vie sont assez moindres, ou en tout cas les sollicitations sont assez moindres, d'où on peut avoir quelque chose, ce qui n'est pas le cas à Dakar, dont j'ai eu l'expérience. On n'a pas le temps de penser à l'épargne, plutôt à boucler les fins du mois. Ces salariés et professionnels rencontrés à la place Faidherbe de Saint-Louis épargnent chaque mois 5 à 10% de leur salaire, soit dans les institutions financières ou encore à domicile, ce qui peut leur permettre de gérer les imprévus et autres besoins durant le mois. Ouais, on fait des épargnes, mais un peu. Avec le peu qu'on a, on fait des épargnes. Comment vous épargnez? On épargne sur les banques. Aussi, encore, on fait des petits investissements. On épargne presque le minimum 10% de notre salaire, bien
5%. Les échéances qui sont devant nous ne nous laissent pas réfléchir. S'il faut être organisé et ne pas se faire surprendre, il y a un moyen de faire une épargne. Les tontines, c'est une forme d'épargne aussi assez usitée ici au Sénégal. Et je pense que là, c'est plus facile pour chacun de pouvoir intégrer un groupe et de pouvoir garder son argent. Awa Kandji est vendeuse de cacahuètes. Elle a préféré faire ses épargnes chez un commerçant au détriment des institutions financières. Moi, il y a une personne de confiance à qui je confie mon argent. À chaque fois que j'en ai besoin, je lui demande et il me donne. Même le jour où je devais partir à la Mecque, je lui ai demandé mon argent et il m'a tout donné sans problème. Pourtant, c'était 3 millions et j'ai pu faire mon Hajj avec. Même si la majeure partie de la population ignore la journée mondiale de l'épargne, les Sénégalais s'y mettent tous les mois pour mieux économiser leur argent, une manière de faire face aux imprévus. Ousseynou Diop, merci. Forage en panne, pénurie d'eau dans plusieurs villages de Thilmakamba-Kol, c'est dans le département de Tivaouane. Aïnoumane Diakhaté semble être le village le plus affecté. Les populations sur place parcourent des kilomètres pour chercher de l'eau en vain et l'absence de structures sanitaires est aussi décriée. Cheikh Anta Diop, Pissaïlatia. Aïnoumane Diakhaté est un village de Thilmakamba-Kol, situé à 4 km de la commune, fondée par le célèbre marabout Khadima Diakhaté Kala. Dans cette contrée et ses alentours, les populations vivent un calvaire. Pendant plusieurs années, le forage qui alimente le village est en panne. Surtout le problème d'eau là, on souffre de ce problème vraiment. Bon, ils avaient un forage qui les fournissait d'eau, mais depuis, ça fait plus d'une semaine, le forage est en panne. Les femmes aillent chercher de l'eau dans les villages environnants, ou dans les puits, 2 à 4 km, les gens prennent des charrettes. Les puits là, l'eau, je ne sais pas quel est le problème, mais ça finit rapidement. Ils ont déjà un forage qui a été foré, mais ça reste pour l'addiction d'eau, c'est ça qui reste. Les populations de Aïnoumane Diakhaté doivent faire face à l'absence d'infrastructures sanitaires qui augmentent les risques auxquels elles font face tous les jours. C'est des problèmes du village et leur poste de santé qui ne fonctionne pas, qui n'a pas d'infirmier. Ici à Thilmakha, ça fait 4 ou 5 km. Donc les femmes se soignent à Thilmakha comme le poste de santé qui se trouve là-bas. Cette localité abrite aussi une école élémentaire et les élèves étudient toujours dans des abris provisoires. Les élèves étudient toujours dans des abris provisoires, faute de salle de classe. Les habitants de ce foyer religieux lancent un cri du cœur aux autorités et demandent la prise en charge de leurs doléances. Actualité politique à présent, Cheikh Hadjibou Soumaré dresse un tableau sombre de la gestion économique du régime en place. De l'avis de l'ancien Premier ministre, eh bien, les finances publiques vont mal. Il s'exprimait en marge de la réception de signatures pour les parrains collectés par sa collaboratrice et par ailleurs ancien ministre Ngoné Ndoye. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bambassam. Le programme économique, je vous ai dit que ce programme se voudra la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, nos nombreux artisans aujourd'hui qui sont dans des problèmes immenses, dans des difficultés immenses, nous serons la voix de ces populations qui sont en train de travailler dans l'ombre, mais qui sont en train aussi de souffrir dans l'ombre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens vont me dire, bon voilà, vous l'aviez connu par le passé, vous aviez des arriérés importants, mais des arriérés intérieurs et des arriérés extérieurs, nous n'en avons jamais connu. Ou quand nous l'avions connu, nous l'avions corrigé et nous avions essayé d'aller de l'avant. C'est pourquoi le programme que nous allons proposer sera bâti autour de la problématique de la gestion très vertueuse, je dis pas vertueuse, mais très vertueuse de notre économie. Nous serons intraitables, intransigeants sur la manière de servir l'État, sur la manière de gouverner, sur la manière d'utiliser les deniers publics. Et puis, va-t-on vers une fronde au sein du Parti pour l'Unité et le Rassemblement? Tout porte à le croire. En tout cas, avec cette sortie de Cheikh Tidiane Youm de la section parisienne, selon lui et ses camarades, seul un congrès peut permettre de reconnaître officiellement un candidat de leur parti, en l'occurrence Issa Sall, qui assure actuellement le secrétariat général de ce parti. Ibrahima Kamara, notre représentant à Paris, les a rencontrés. Reportage.
Les militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement ont tenu à apporter des précisions sur la candidature de Cheikh Issa Sall, qui, selon eux, n'est pas encore le candidat du PUR. Nous avons appris à travers les médias, comme nombre de Sénégalais, que le PUR avait un candidat, M. El Hadji Issa Sall. Nous rappelons que le Parti de l'Unité et du Rassemblement étant qui est régi par des statuts qui doivent être scrupuleusement respectés. Le candidat du parti doit être désigné à travers un congrès. Le respect du règlement intérieur du parti pour désigner un candidat est impératif, rapportent les militants du PUR de Paris. Le message est très clair. El Hadji Issa Sall n'est pas encore le candidat élu du parti PUR. Serigne Moustapha Sy, en 2000, quand il avait présenté sa candidature aux élections présidentielles, c'était à l'issue d'un congrès démocratique. Mettre fin aux manœuvres politiciens au sein des partis politiques sénégalais sonnerait comme un glas, nous dit Cheikh Tidiane Youm. Ce qui nous importe, c'est de dire notre vision, d'informer les Sénégalais, leur faire comprendre qu'il est temps qu'il y ait cette rupture, que la politique, comme elle est faite depuis les indépendances, il faut que ça cesse. Il faut que l'intérêt général soit mis au cœur de l'action politique. Cette sortie est suivie de plusieurs correspondances qui ont été envoyées aux responsables du PUR à Dakar, nous disent les camarades de Cheikh Issa Sall, qui, cependant, restent toujours ouverts à la concertation pour une reconnaissance légale de leur candidat aux prochaines élections présidentielles. On est à une phase d'une démarche qui a été enclenchée. Allez, parlons à présent de cette visite du maître Mame Adama Gueye chez le président du mouvement Sénégal-REC. Mame Adama Gueye et Pierre Goudiaby Atepa convergent dans le même sens quant à la direction à prendre pour la bonne marche du pays. Reportage signé à Aïssa Topaï. Leurs idées convergent. Les affaires du pays, ils disent en faire leur priorité. Visite donc opportune chez le leader de Sénégal-REC. Et à cette occasion, plusieurs questions ont été soulevées. L'élection, encore une fois, est une affaire des citoyens. C'est un droit fondamental qu'on donne aux citoyens tous les 5 ans de se choisir un dirigeant. Et nous ne pouvons pas tolérer que ce processus soit saboté. D'ailleurs, maître Mame Adama Gueye pointe du doigt la nécessité d'avoir un fichier électoral des plus sûrs. Nous ne pouvons pas tolérer que ce processus soit saboté. Et c'est pour ça que j'ai pris cette initiative et je me félicite des convergences que nous avons constatées avec le président Pierre Goudiaby, qui nous a prêté une oreille très attentive et qui a parfaitement compris le sens de la démarche, qui encore une fois repose sur le principe de l'approche opérationnelle et la mutualisation. Il nous a donné son soutien, son accord et s'inscrit totalement dans la démarche et nous nous en félicitons. Quant à l'architecte Pierre Goudiaby, les minerais de fer, une priorité pour lui. C'est une convergence naturelle. Parce que oui, et lui et moi et les autres, nous n'accepterons pas que les ressources de ce pays-là, qui ne nous appartiennent pas, puissent être bradées. Et ça, je pense que nous sommes tombés d'accord et que, y compris le système de vigilance qu'il va mettre en place, encore une fois, dans lequel nous allons participer à fond, va également s'attaquer à ces problèmes-là. Maître Mame Adama Gueye va poursuivre ses visites afin de rallier d'autres leaders de l'opposition. Allez, la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est prévue, vous le savez, du 5 au 6 novembre prochain. L'objectif de ce forum est d'apporter des réponses à la criminalité, au respect des droits de l'homme, mais aussi d'assurer l'équilibre entre sécurité et développement. En prélude à cet événement majeur, eh bien, une conférence de presse s'est tenue ce mercredi à Dakar et plus de précisions avec le général Paul Ndiaye, directeur du CHETS, au micro de Aïssatou Gaïba et Amadouba. Et à apporter des réponses à l'extrémisme violent et à la criminalité organisée. En somme, à prendre en charge les problèmes majeurs de sécurité, de développement du continent. C'est pourquoi cette année, à travers le thème Paix et sécurité en Afrique, enjeux de développement
et de stabilité durable, la 5e édition du Forum de Dakar se propose d'explorer des solutions aux problèmes de développement et de sécurité en mettant l'accent sur l'opérationnalisation du lien existant entre ces deux concepts. Le Forum 2018 s'ouvre également à une nouvelle dimension, celle des droits humains, en décidant d'examiner la question sensible du respect des droits, des libertés et de la justice face aux enjeux sécuritaires actuels. Et puis de la santé avant de clore cette édition. Lutte contre le cancer du col de l'utérus, ça y est, une vaste campagne de sensibilisation sera lancée le 6 novembre prochain dans toutes les régions du Sénégal. La vaccination démarre avec les filles de 9 ans. Les acteurs de la santé sensibilisent la population. Une formation pour la vaccination s'est tenue ce matin à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, Cheikh Diop. Ils sont en formation. Ces acteurs de la santé se préparent pour la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus qui se tiendra mardi prochain. La formation des prestataires sur l'introduction de l'HPV, vaccination contre le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Parce que la phase test s'est faite au niveau de notre district. Maintenant, on est venu pour au moins faire ça dans la routine. Bien sûr, c'est disponible, tout est disponible, que ce soit les vaccins, les consommables, tout est sur place pour faire commencer la vaccination. Ces acteurs de la santé comptent sillonner toutes les régions du pays pour vacciner les filles âgées de 9 ans. Une première injection, par exemple, 6 mois après, il y aura une deuxième injection pour que l'enfant sera immunisé contre le cancer du col de l'utérus. Ils sensibilisent davantage la population. Donc c'est un travail qui nous attend, que ce soit dans les écoles, dans les daara et dans la communauté. Chaque jour, elles peuvent être vaccinées. Ce n'est pas comme en phase test où c'était par des périodes, mais maintenant c'est dans l'utilisation. Chaque jour, l'enfant peut être vacciné. Ces blouses blanches souhaitent que le cancer du col de l'utérus soit un mauvais souvenir. Ainsi, ils comptent mener à bien la campagne. Et voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.